Il est exceptionnel que l'intérêt scientifique d'un gisement préhistorique soit essentiellement lié aux restes humains qui sont très rares durant le Paléolithique moyen. C'est pourtant le cas avec Rigourdou, qui a livré un des squelettes d'adultes néandertaliens parmi les mieux conservés en Europe de l'Ouest, par exemple au niveau de son membre supérieur, de ses mains, de son rachis cervical, de son bassin. L'étude de ce squelette nous apporte donc des informations très importantes sur la variabilité biologique des Néandertaliens du début de la dernière période glaciaire, entre moins 80 et moins 120 000 ans. De plus, à l'issue des fouilles dirigées par Eugène Bonifay entre 1961 et 1964, des structures ont été interprétées comme des éléments complexes liés à des pratiques funéraires associant le corps d'un Néandertalien et des vestiges d'ours brun. Selon ce préhistorien, il s'agit donc d'un site traduisant un très fort investissement symbolique, un ensemble sépulcral unique dans le monde moustérien. Dans le sud-ouest de la France, c'est donc un des rares gisements, pour cette période aussi ancienne, qui livre des restes humains. En 2008, suite à l'acquisition des collections liées aux fouilles de 1961 à 1964 par le Musée national de préhistoire, avec les membres de ce musée, nous avons identifié dans les collections fauniques des restes humains qui complétaient le squelette tel qu'il était connu depuis 1957. Or, ces découvertes modifiaient une partie des interprétations d'Eugène Bonifay. Il convenait donc de revenir sur l'ensemble des données disponibles, tant archéologiques qu'anthropologiques, d'en reprendre l'étude, de mettre en œuvre des outils méthodologiques nouveaux, par exemple pour obtenir des datations absolues des niveaux sédimentaires ou archéologiques, de mieux comprendre les processus de formation du gisement. Pour cela, une nouvelle équipe pluridisciplinaire, avec une spécialité rarement représentée et portant sur un trésor du site, à savoir une collection d'archives écrites de l'ancien propriétaire et inventeur Roger Constant, a été constituée. Même si nous n'avons pas pu fouiller les niveaux encore en place, les résultats ont été là, avec par exemple la description de nouveaux restes humains, une nouvelle compréhension de l'histoire de la conservation du corps de ce néandertalien qui a été impacté par l'activité des ours bruns, des lapins dans le gisement, la remise en question du pierrier au-dessus du corps de ce défunt, la révision du matériel lithique et l'obtention de nouvelles datations absolues par les techniques du carbone 14 ou de l'OSL. Nos résultats modifient donc radicalement les interprétations proposées. Depuis 2008, nous avons ainsi publié une vingtaine d'articles spécialisés. La très grande majorité des restes humains trouvés dans des sites du Paléolithique moyen correspondent à des vestiges fragmentaires, incomplets et isolés. Beaucoup sont des dents permanentes isolées, ce qui signifie que toute une partie du vestige fossile qui a été présent à un moment dans le gisement a disparu, comme l'os portant les dents, suite à des phénomènes de dissolution sédimentaire. En revanche, quand on est en présence de restes plutôt bien conservés, du crâne et du squelette d'un même individu, avec parfois des connexions anatomiques préservées, on est en droit de se poser la question de l'existence d'une sépulture que l'on qualifie de primaire, c'est-à-dire l'apport volontaire d'un cadavre frais dans son lieu de dépôt définitif où les archéologues le retrouveront. Il est alors nécessaire de démontrer que cette conservation du squelette est la conséquence de gestes s'inscrivant dans des pratiques funéraires. Pour cela, la fonction du gisement qui livre les restes humains est fondamentale, tout comme l'hypothèse d'un traitement respectueux du cadavre par les vivants qui l'ont ainsi protégé des charognards, ou la présence d'indices archéologiques tels que le creusement volontaire d'une fosse pour accueillir le cadavre. Actuellement, on peut dénombrer près de 400 individus différents au sein de la lignée néandertalienne, mais il n'y en a que 10% environ pour lesquels on suppose l'existence de sépultures primaires. Ces sépultures néandertaliennes sont plutôt récentes, du dernier tiers du Paléolithique moyen, soit entre moins 60 000 et moins 40 000 ans. Elles livrent beaucoup de restes de très jeunes enfants et peu d'adultes jeunes. Parmi les sépultures primaires néandertaliennes, celle de Rigourdou 1 est presque une exception. Le site n'a jamais été un habitat. Le niveau qui a livré les restes humains correspond à une occupation par les ours bruns qui ont hiverné dans le gisement.
Ce squelette néandertalien volontairement inhumé est appelé regourdouin. Il s'agit d'un adulte jeune. L'individu se trouve au sein d'un karst profond. C'est le seul, même s'il y a beaucoup de néandertaliens qui ont été inhumés à l'entrée des grottes. Je considère que nous n'avons pas la possibilité de discuter l'existence de rituels funéraires au Paléolithique moyen si on considère que le mot rituel correspond à l'association d'une pratique, dans ce cas funéraire, et d'une croyance. Mais si nous employons le mot rituel pour désigner une tradition culturelle structurant une partie des relations sociales d'un groupe des vivants et fondée sur des préoccupations dépassant l'ordre des besoins matériels assurant la survie de ce groupe, alors les données que nous livrent les sépultures néandertaliennes démontrent l'existence de rituels. En fonction de ce que nous venons de dire sur le sens que l'on accorde au mot rituel, cela démontre que les Néandertaliens s'interrogeaient sur le caractère mystérieux d'événements comme la mort, qu'ils ont accordé des traitements funéraires particuliers à certains individus, comme les tout petits enfants, qui sont relativement nombreux, ou d'autres sujets pour lesquels ils sont venus récupérer la boîte crânienne. Les sépultures primaires ne semblent pas exister sur tous les territoires occupés par les Néandertaliens, ni pour toutes les cultures. De plus, les découvertes de certains fossiles, représentés par leur crâne uniquement et leurs mandibules, souvent partiellement conservées, laissent supposer qu'il a pu exister une plus grande variabilité de gestes et de pratiques funéraires que ce que nous suspectons avec le seul prisme des sépultures primaires. On peut également supposer que ces préoccupations envers les morts s'inscrivaient très anciennement au sein de la lignée néandertalienne. Il existe des similitudes quant aux gestes funéraires entre les Néandertaliens et les hommes modernes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Ainsi, dans le cas de certaines sépultures d'hommes modernes au Paléolithique moyen, des vestiges de faune non transformés sont clairement associés au corps du défunt au sein de l'espace funéraire. Cela n'existe pas chez les Néandertaliens. Si au Paléolithique moyen, pour les Néandertaliens, on peut considérer qu'il n'y a pas de mise en scène du cadavre, quelques sépultures primaires du Gravétien traduisent une complexité des gestes funéraires totalement nouvelle. Association d'ocre, d'éléments de parure, d'objets prestigieux, individus richement habillés. Bref, c'est un autre monde funéraire qui se rapproche plus de ce que nous allons connaître après le Gravétien.